peut-être qu'on fait partie du conseil municipal de Nice, etc. Ça, c'est possible. La citoyenneté est élargie. Mais pour des élections nationales, c'est une affaire des nationaux. Voilà. Ce n'est pas une affaire de binationale, double nationalité. Non, c'est extrêmement dangereux. Il faudrait que ça soit réglé sérieusement. Il y a aussi la nécessité de corriger les inconvénients de la consécration aveugle du principe de parité. Voilà, il y a des gens qui attirent sur moi. Ils disent non, on veut réviser la Constitution parce que on veut proroger le deuxième mandat du chef de l'État. Mais la consécration de nous, on est des juristes. La consécration du principe de parité va poser le problème pour la mise en place de la Cour constitutionnelle. L'article 90, je ne sais pas, aidez-moi, monsieur le rapporteur, de 80 concernant la Cour, 90. Voilà. L'article 90 dit ceci, pour la composition de la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont inavoués, non, ils prêtent serment, les fonctions, ce n'est pas ça. Excusez, il faut que je retrouve. Voilà, nous y sommes. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 2 magistrats, dont une femme. Bon, là-bas, il y a des vieilles magistrats, il n'y a pas de problème. Ils peuvent en trouver. Au jour actuel, j'étais DG de l'ENAM, donc dans la composition du personnel magistrat, il y a beaucoup de femmes qui ont... Et puis d'ailleurs, la Constitution dit qu'il faut 10 ans d'expérience. Donc il y en a là-bas, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses qui ont dépassé. 2 avocats, dont une femme. Là aussi, ça ne posera aucun problème. Par exemple, Sombo Dibile, voilà, ma collègue, elle a déjà plus de 10 ans, elle peut postuler. 2 enseignants, chercheurs de droit, dont une femme, élue par ses pairs. Bon. Est-ce qu'on connaît la réalité de la faculté de droit de l'université de Bangui? Il se trouve que, je vous le dis, vous qui êtes dans les différentes facultés, vous ne le savez pas, la seule femme actuellement ici, c'est Madame Danielle Darlan. C'est elle seule. Donc l'année prochaine, quand le ministre, etc., va nous demander de lire, on va faire comment? Vous voyez? On va faire comment? On n'a qu'une seule femme, c'est elle, et puis le texte dit, c'est 7 ans non renouvelable. C'est-à-dire, en plus, c'est un renouvellement intégral. Et il n'y a pas de renouvellement, donc Darlan ne va plus se représenter. La dernière qu'on a recrutée, c'est mademoiselle Mok. Ben, elle vient d'arriver, elle n'a pas encore les 10 ans d'expérience requise. Donc, à partir de l'année prochaine, on va procéder au recrutement pour commencer la Cour constitutionnelle. Elle n'aura pas encore totalisé 10 ans. On fait comment? Le doyen, s'il veut se... Bon, 6 mois, par exemple, je suis élu, et que le doyen veut légalement... Le doyen va se transformer en femme. Elle va se transformer en femme. Vous voyez, techniquement et juridiquement, on sera confronté à ce problème. Les partis politiques qui sont restés comme ça, ils ont attendu que la Cour constitutionnelle dise non. Ben, comme les femmes ne sont pas nombreuses pour aller aux élections, on a désigné les femmes. Mais nous, il faut corriger la Constitution à la fin de cette année pour régler ce problème. Avant la fin de cette année, puisque à partir de l'année prochaine, on va commencer à mettre la Cour. Vous voyez, ça c'est des arguments technico-juridiques qui militent en faveur de la révision. Le reste, je reviens bien là-dessus, c'est la nécessité de déconstitutionnaliser ce qu'on appelle des autorités, ce qu'il a dit tout à l'heure, on les appelle en technique de droit. Monsieur Kengetona est là qui fait le cours, il laboure ce terrain-là, il connaît. On les appelle ces institutions, sous d'autres cieux, des autorités administratives indépendantes. Ici, les privatistes qui ne savent pas le fonctionnement de ces institutions les ont élevés à la dignité des institutions de la République. Et ça doit être corrigé par les publicistes. Voilà les arguments technico-juridiques. Bon. Il y a d'autres arguments. Il y a d'autres, il y en a encore d'autres. Même le doyen aussi peut encore. Voilà, il y en a encore ça, je ne peux pas évoquer. Donc il y en a beaucoup. Vous voyez, monsieur, vous avez demandé d'être bref. Je suis allé directement droit au but et puis voilà, j'en ai terminé. Ok, il y a un partisan de Marseille qui est là. Bon, donc, il met, c'est des arguments techniques pour enlever une virgule, transformer un mot et ça va diviser des gens. Les panélistes décident de 2 minutes. Alors, vous prenez le micro. Protocole, vous prenez le micro. De gauche à ma droite. Première rangée, c'est monsieur derrière Risque Paye. Merci la salle.
Je me présente au nom de l'étudiant Ngama Sosten, inscrit à la 3e année de licence droit privé. Un regard croisé a engendré des propos paradoxaux. Et Maître Kakpayen est venu également avec ses propos paradoxaux. Donc, je m'en vais lui poser une question, mais tout en apportant une contribution à l'intervention de mon célèbre professeur Dr Ndui Yambela. Posez d'abord votre question. Oui, Maître Kakpayen avait évoqué la conférence de Bâle qui s'est tenue du 19 au 21 juin 1990 pour nous présenter comme raison justifiée pour la révision de cette constitution, soit disant que ce sont les colonisateurs qui nous ont fixé ce mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois, et que l'article 153 de la Constitution du 30 mars 2016 a posé l'interdiction de toucher à cette partie. Lui, il avait évoqué cette conférence. Je lui informe que cette conférence concernant le développement et la démocratie. Et le colonisateur n'avait pas imposé cet article. Alors qu'il me dit, la première constitution que la République centrafricaine avait connue n'a pas prévu un mandat de 5 ans. Et c'est en 1990 que le colonisateur est venu imposer un mandat de 5 ans. Si la toute première constitution centrafricaine avait prévu un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois, moi je pense que le discours de Maître Kakpayen est un discours fondé sur un mobile politique implicite et injustifié, vertu d'une rhétorique très dangereuse, avec des racines profondes dont il faut déraciner. Merci. Merci, je Ngama. vous remercie. Merci, Ngama. Fikouma. Étudiant Fikouma. Merci, monsieur le doyen, de m'avoir donné la parole. Je suis mademoiselle Axel Fikouma, étudiante en première année de master en lettres modernes et en première année de droit au département du premier cycle. Ma question est celle-ci. Je voudrais d'abord m'adresser particulièrement à l'honorable Kakpayen. Je crois bien que son intervention s'articulait sur les moments où la conscience serait possible d'être modifiée. Alors ma question est la suivante. Pensez-vous que la RCA serait-elle prête? Le moment est-il propice pour procéder à la révision, la modification de la conscience, cependant que un centrafricain, un citoyen lambda de Nélé, de la Nana Mambéré, vit dans l'insécurité totale. Les conditions routières, les conditions estudiantines de la vie des étudiants centrafricains ne sont pas encore réglées. Pense-t-il que c'est un moment propice pour procéder à cela? C'est ma question. Merci. Monsieur Konzi. Oui, je vais aller droit au but. Moi, je pense que ce qui pose problème, c'est que souvent, on attend que le président entame son second et dernier mandat pour relever toutes ces insuffisances. C'est tout cela qui soulève ces malentendus et toutes ces tensions. Moi, je ne suis pas contre tout ce qui a été dit ici. Je suis pour la révision. Mais pourquoi attend-on toujours le dernier mandat du chef de l'État pour soulever ces questions? C'est ce qui soulève ces tensions. Et par rapport à l'intérêt du peuple dont faisait allusion M. Bondadé, à un moment où les ressources se font rares, mais on va vraiment nous parler encore de mettre en place une nouvelle constitution. Ça va entraîner des coûts alors qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Donc moi, vraiment le moment, moi à mon avis, je suis pour la révision au niveau de l'Assemblée, mais mettre en place une nouvelle constitution, vraiment ça ne va pas dans l'intérêt du peuple avec tous les problèmes financiers. Les bailleurs ont supprimé leurs appuis budgétaires. Il y a la mauvaise gouvernance, mais j'ai suivi M. Balalou ce matin, les ressources, la déperdition des ressources, tout ça. Il y a trop de problèmes. Donc vraiment c'est ça qui pose problème. Mais tout ce que M. Ndjou a dit avec vraiment au niveau de la faculté, moi aussi j'ai fréquenté cette faculté. À l'époque où j'étais ici, il y avait seulement Madame Desbalais qui est repartie en France. Il n'y a plus de femmes. Bon, il y a ce problème-là. Ça, on peut réviser, on accepte. Mais voilà. Merci. Monsieur Jean-Baptiste.
Oui, bonjour. Bonjour. Je tiens à préciser, avant de m'exprimer, que les propos que je vais tenir n'engagent que moi. D'accord. Certaines personnes dans la salle ici me connaissent, ils savent que je travaille à la présidence de la République, et donc je ne suis pas venu faire un plaidoyer pour le chef de l'État, je suis venu faire un plaidoyer citoyen. Voilà, un de nos prédécesseurs, M. Armel, a posé une question extrêmement importante. Question à laquelle, d'ailleurs, qui a été relayée par une jeune citoyenne qui a posé une question il n'y a pas très longtemps, concernant donc les enjeux de cet exercice de nouvelle constitution. Je tiens à préciser que je fais partie de ceux qui ont voté contre la constitution actuelle. Je ne donnerai pas les raisons me sont personnelles. Je suis dans une parfaite logique. Aujourd'hui, on me propose l'éventualité d'une nouvelle constitution. Eh bien, je prends le train en marche, je suis pour. Alors, pour quelles raisons? Il ne s'agit pas de modifier la constitution pour des intérêts personnels, et surtout, il est très important de bien recadrer les choses. Il y a des adversaires à cet exercice, et il y a ceux qui sont pour. Les adversaires semblent avoir une longueur d'avance. Ils ont déjà encadré cet exercice en disant « Vous allez modifier la Constitution parce que vous voulez donner un mandat supplémentaire au chef de l'État. » Eh bien, cet exercice-là, cette interprétation de ceux qui sont contre cet exercice auquel nous réfléchissons en ce moment, ils ont pris de l'avance et cette manière de penser a tendance à s'imposer. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de poser la question, une nouvelle constitution, pourquoi? Une majorité de personnes vous diront, bah, écoutez, ceux qui sont au pouvoir ont des intérêts à ce que la constitution change parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Alors, il faudrait apporter une autre réponse. L'autre réponse, c'est l'interrogation de M. Armel. Quels sont les enjeux? Les enjeux ne sont pas des enjeux personnels, ne sont pas des enjeux de mandat. Il s'agit de transformer notre pays. Mettons en place une nouvelle constitution qui va nous permettre de nous transformer et qui va nous permettre de répondre aux interrogations de cette jeune personne qui, il y a quelques instants, nous disait que dans certaines régions de notre pays, il y a des gens qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Cette constitution, elle doit servir justement à transformer ce pays. Il s'agit d'utiliser les dispositions de cette nouvelle constitution pour rendre notre société plus inclusive, pour rendre notre économie plus ouverte et pour rendre nos citoyens plus responsabilisés. Voilà, je ne serai pas plus bavard. Merci. Alors, on va répartir les questions. Alors, Dr Kengetona, quand est-ce qu'on doit réviser une constitution? Merci, je vous remercie, docteur doyen de la faculté. Je pense que c'est là où il y a cette crise-là qui est née au sein de la société. Lorsqu'on pense que le but de l'élaboration de la Constitution ou bien de réviser la Constitution, c'est juste question de pouvoir politique. Si on pense comme ça, on ne va jamais évoluer. Vous savez qu'il y a des constitutions qui prévoient des moments où on ne doit pas réviser la Constitution. Pendant une période déterminée, on ne peut pas réviser la Constitution. Mais chez nous, en République africaine, la Constitution de 30 mars 2016 ne nous donne pas une période où on doit réviser la Constitution. Il n'y en a pas. Mais seulement ce que la Constitution dit, c'est qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'unité et à l'intégrité du territoire. C'est ce que la Constitution dit. Mais la Constitution ne nous dit pas que pendant une période donnée, on ne peut pas réviser la Constitution. Il n'y a pas une disposition comme ça dans notre Constitution. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Pour les gens qui parlent de moment, je vais apporter ma contribution. Vous avez une famille. Et cette famille-là trouve difficilement à manger. Votre maison est en mauvais état. Comme vous êtes dans cette situation de dénuement, vous dites que non, vous n'avez rien à imposer à vos enfants. Chaque enfant fait ce que bon lui semble. Il peut sortir et revenir à n'importe quelle heure. Comme vous n'avez pas encore du travail, vous n'avez pas encore de l'argent pour leur donner à manger, vous n'avez pas encore de l'argent pour tenir compte de leur scolarité, mais vous dites que, bon, chaque enfant fait ce que bon lui semble. Est-ce que
vous êtes en train de rendre service à la nation. Ça veut dire que nous, on demande à ce que le jour où nous aurons des routes, le jour où nous aurons des gros bâtiments, le jour où nous aurons des avions, qu'on va procéder à la révision de la Constitution. Ces choses-là vont ensemble dans un État. On ne peut pas parler de développement sans tenir compte du statut de l'État. Je l'ai dit ici que si vous ne prêtez pas attention au statut de l'État, si vous ne prêtez pas attention aux règles de fonctionnement de votre maison, vous allez avoir des enfants qui, dans l'avenir, ne vont pas vous rendre service. C'est pourquoi, dans la question de chercher à satisfaire les besoins des enfants, en même temps, il faudra leur imposer des règles de conduite. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Dire qu'il faut attendre d'abord les routes, attendre ça là, pour trouver la constitution, non. On doit aller ensemble. En même temps que le gouvernement fait des efforts pour construire des routes, doter le pays des hôpitaux, des écoles, en même temps, il faut aussi revoir notre texte de base, de sorte que nous soyons véritablement un État. Si vous prenez la Constitution de la République centrafricaine, il y a 156 articles. Mais si vous prenez la Constitution de la France, c'est 80 articles. Est-ce que nous sommes plus... Voilà. Est-ce que nous sommes plus juristes que les Français? Ça veut dire que prenez du temps pour lire la Constitution, vous allez comprendre que on nous a imposé une Constitution. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il nous appartient à nous, Centrafricains, de nous mettre ensemble. Je parle ici de la question du processus. C'est le caractère inclusif du processus. Moi, je milite pour ça. Pour ne pas que une partie de la société puisse être mise de côté. Que tous les Centrafricains, que toutes les couches sociales puissent se retrouver pour rédiger une constitution pour notre pays, la République centrafricaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je réponds ici à la préoccupation de mon frère qui voudrait savoir est-ce que la constitution de voilà, 90. Excusez-moi de vous dire que il faut comprendre que notre constitution, ou bien notre pays, historiquement, a toujours été sous l'emprise du colonisateur. Pour emboîter le pas à M. Kingetona, vous voyez que tout ce que nous faisons au niveau national est aujourd'hui sous surveillance de l'extérieur. Nos constitutions ont toujours été sous-tendues par une main extérieure. Et donc, du coup, on nous impose certains principes qui ne cadrent pas avec la réalité centrafricaine, qui ne cadrent plus avec notre réalité, c'est-à-dire notre cadre de vie. Quand vous prenez, avant 1990, pour en arriver à 1990, je prends seulement 90, vous verrez que le président Kolimba était au pouvoir. Est-ce que réellement le président Kolimba, avec la constitution de 86, était libre de gérer le pays? Est-ce qu'il était libre? Tout était fait par le colonel Mention qui représentait une nation. Et donc, tout ce que le président Kolimba... Nous avons eu la chance d'avoir de très bons présidents en République centrafricaine. Mais quand les actions, quand tout ce que le président est en train de faire est contrôlé, parce qu'il y a une constitution, parce qu'il y a une interdiction, parce qu'il y a les accords qui sous-tendent également le développement de la RCA, on nous interdit aujourd'hui d'exploiter nos richesses. On nous interdit aujourd'hui d'aller au-delà, c'est-à-dire pour que nous puissions aller au développement, on doit tout dépendre de l'extérieur. Et c'est là où nous sommes en train de nous faire violence. Ce n'est pas pour le plaisir de modifier une constitution, mais il faut savoir que la RCA est en pleine mutation pour le moment. Et c'est le moment de le faire, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, qui va le faire demain? J'étais de la génération, d'une autre génération à l'université. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'université. Vous êtes arrivés à l'université, vous aussi, vous serez aussi dans la vie active. C'est un relais que nous sommes en train de se passer de main en main pour que nous puissions vraiment nous stabiliser. Donc, il faut comprendre que notre constitution a été toujours dominée par une main extérieure qui nous impose sa volonté. Je faisais ici allusion à la conférence de Bâle, c'est parce qu'effectivement, c'était une période où ce président, paix à son âme, à l'époque, s'est rendu compte que les Africains commençaient à devenir forts. Et ils avaient une vision pour le développement de leur pays. Pour les bloquer, il faut mettre en place un système. Et donc, nous allons
avec le colonisateur, nous allons de système en système. Quand on veut développer un système pour les contourner, ils mettent également en place devant nous un autre système pour nous contraindre à rester toujours assujettis. Et c'est pourquoi l'idée de la modification de cette conscience, ce n'est pas pour plaire à X, Y, Z, mais ma vision, qui a été épousée également par les autres députés, c'est que nous puissions faire violence et remettre la RCA sur le chemin du développement, mais à travers ce texte-là, parce que la conscience, c'est un texte mère qui va dicter également le fonctionnement du pays. Mais si nous avons une constitution bancale, si nous avons une constitution... La deuxième question, à quoi sert cette constitution si on est dans la galère? Bon, les gens ne mangent pas, les routes sont dans de piteux états. Oui, ok, mais effectivement, je pense que la réponse a été déjà donnée par le professeur Kengetona et même M. Koba. Quand il intervenait, c'est ça l'objectif maintenant, d'avoir une nouvelle constitution qui va maintenant s'adapter à la situation actuelle de la RCA. Comment pouvons-nous avoir une constitution qui n'est pas à notre profit? Donc voilà un peu. D'accord. Monsieur Ndui, c'est le dernier mandat qu'on glose sur le mandat la constitution. Merci, monsieur le modérateur. Bon, je répondrai à cette question en me positionnant en tant que président de la République, en tant que spécialiste de questions de développement et en tant que juriste. Je me répète, je répondrai à cette question en me positionnant comme chef de l'État, comme spécialiste de questions de développement et comme juriste. En tant que président de la République, on me pose la question, pourquoi vous attendez le dernier moment? Je vais répondre à la personne en me référant à deux auteurs. Le premier, c'est Jean-Jacques Rousseau. Dans les rêveries de promenade solitaire, Jean-Jacques Rousseau dit « Tout est dans un flux continuel sur la terre. Nous changeons nous-mêmes. Personne ne peut aimer aujourd'hui ce qu'il aimera demain. » Même si le président de la République a prêté serment, il peut changer. Voilà. Et deuxièmement, je me réfère aussi, en répondant à cette question, à Molière. Le personnage de Molière s'appelle Don Juan. Le Don Juan, c'est le coureur du jupon. Il avait une formule qui le plaisir de l'amour se trouve dans le changement. Et en tant que président de la République, on pose cette question, je dis, mais le plaisir de l'exercice du pouvoir se trouve dans le changement de stratégie. Il y a des stratégies juridiques à changer, je projette dans les révisions de la Constitution. Il y a des stratégies politiques à changer, voilà ce que je dois faire. C'est ça le plaisir de l'exercice du pouvoir. Donc si on me pose cette question, voilà comment je peux répondre. Deuxièmement, en tant que question de spécialiste, question de développement, j'ai fait un DEA de droit et économie de développement, un autre de droit international public et privé. Quand je faisais le DEA de droit économique, on nous a dit que le développement n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas un processus linéaire qui va comme ça. Et puis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au président Faustin à quoi ça dira d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens avant de revenir maintenant à la case de départ pour rédiger ou vérifier une constitution. Le développement est un processus cumulatif, on fait tout en même temps. En tant que juriste, je réponds directement. À quel moment on doit réviser une constitution? Là, nos amis suisses ont répondu. Ils ont voté leur première constitution en 1800, la BAC. Et après, ils ont procédé une deuxième constitution pour mettre seulement une phrase. La constitution sera révisée à tout moment, partiellement ou totalement. Ils ont prévu ça. Il n'y a pas de moment pour réviser. Et donc, dans la constitution suisse actuelle, je crois que c'est l'article 190, ils ont mis la constitution peut être modifiée partiellement, à tout moment, partiellement et totalement. Il n'y a pas de période. En dehors des périodes d'exception que le professeur Kengetona a eu, ça c'est des limites. Il y a des limites temporelles. Période d'intérim, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, on ne révise pas. Vous voyez, il y a le maître Crépin qui a bassiné l'esprit en disant et qui a surfé sur la phrase de l'État. On est en guerre, donc on ne doit pas procéder à la Constitution. Vous voyez, une mauvaise lecture. Ça prouve que lui, il n'a pas fait du droit international humanitaire. Parce qu'il est privatiste. Or, en droit international humanitaire, on fait la distinction entre conflits internationaux et des conflits non internationaux. Lorsqu'on porte atteinte à l'intégrité, c'est quand un État agresse, comme là en Ukraine. La Russie a agressé, là, a porté atteinte manifestement. Quel pays a porté atteinte à l'intégrité territoriale de la République centrafricaine? Voilà, à l'heure où nous parlons là. Quel est le pays qui a porté atteinte? Si c'est des conflits internes, tout ça qui peuvent être résolus par les moyens, c'est le monopole de l'État, le monopole de la violence légitime, ça c'est des problèmes qui peuvent être réglés. Mais ce ne sont pas des atteintes à l'intégrité territoriale de la République. Voilà, monsieur le modérateur, les quelques éléments de réponse que je voulais formuler.
On ouvre une deuxième liste. On commence à honorer. Merci, monsieur, de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Pépin Polycarpe Pabandi, titulaire de Master 1 en droit, option administration générale. Si vous me le permettez de m'exprimer en sango, s'il vous plaît. C'est permis. La Constitution reconnaît 2 langues officielles. Merci. Ton soit la londoti tenge kwe, tenen andoti maman diati kodroti I andu ikwe. Mais yeso asambi mawakete aeketi so yeso si akota wandarati fangon imbeti afana I na droit. La sombiba a la veni a yo na yeso afana I. Bimu tapandeti Pengo a maman diati kodoti sosi atene pyramide des normes juridiques soit commencé dans constitution. Constitution tena eke maman diati kodro soti tene yeso kwesi a eti passé na ati kodro ifui dabeti I na teneni na yati maman diati kodroti. E sarangwa maman diati kodro asa ni lako sombeni melengeti kodro nape. Mais là, soit la mougia tenatene, a qui a wandé là si aga imposé na constitution. Et pourtant, bimana ati salsoge, ambe na itatene, a ni quoi ni fait partie ti révision ti constitution ti modification ti constitution ti 30 mars 2016. Mais malheureusement, à l'avenir, à la tenant encore n'angata kani kanga lege nambe nanjo na yeso a doit ti passer teneti so a ni quoi ni eti gwena élection. Et voilà là so teneti biangoyati maman diati kodoti I azigi asigi et que mbimage na yata analyse so kwesi à la sage na tapandeti ita docteur à côté de monsieur Dui Abelala docteur Djapou le fanaï a tapandé, c'est-à-dire Kengo a partisan non à la révision de constitution. Ceci à la moi tapandé la nata article ndende et à la préciser que ton aniken igwenati sur tant ti constitution. Ton aniken igwenati sur tant ti constitution et azoso kwe akia opposant politique. A opposant politique à Zoso si il votait à la tena la représenter il kenayati démocratie à direct à paix mais démocratie représentative et voilà la représenter à la fanaï que maman diati kodoti atene ti dia yati maman diati constitution ti il faut y référer ti na ye tongaso mais là so iba docteur Azou à moi tapandeke a analyse quoi docteur Azoasa so a kenandota analyse quoi là si a sara maman diati kodroit c'est-à-dire que bon comme le solo tenait peuple là est souveraineté tena modifier constitution a fallait que voilà si a doit consulter peuple ni ti modifier constitution ni et a kandara so ande là si peut muni a gan maman dia ti kodroti tene isa teti alimbinani si gwe bubayati maman diati kodroti pepe ni la si bi undala bi réaliser que domaine na dunia ke ndende ambena zo moi domaine ta sociologie a yendende même ici ça a droit so ya ta domaine ti a kanbi iwara constitutionnaliste soti tenaka zoso ala kenduti défendre maman diati kodro soit la mandaye nandoni voilà là so am zoso c'est à era la ti tene ça dia la manambe cha guayoti défendre maman diati kodro ti ala tene mais pourquoi à peuple ça dit pourquoi gouvernement ti a été mal a permis muta pandeti docteur Erenon Dominique sur le mois tapandege le leni le quoi le na la réviser conscient ton soit la guatene anina lo la ni sara conscient le que c'est doit assurer secrétariat ni mais c'est pas parce qu'elle doit réviser constitution là c'est elle doit ouan do tambena yeso si ako peuple soleni atene oui si tu na réviser constitution il faut verrou soit ou na paix mais le fana ouais atene non lola lo tene na legena pe agweti mugia penser ta auteur ti tene focaliser ti nando ni réviser constitution mbati si ima constitutionnaliste au pepe soit que question timbiso bina ti ndana nandang banila s'il vous plaît on n'est pas là pour faire procès d'intention d'accord des institutions qui seront suspendues et la mise en place du Sénat. Le Sénégal qui a fait l'expérience mais après l'élection du président Macky Sall il a suspendu le Sénat.
Et tout l'argent, l'enveloppe qui était destinée au Sénat, lui a permis d'investir ça ailleurs. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Vous allez mettre encore en place le Sénat et on va avoir des fainéants qui vont venir, des retraités, à qui on va verser 2 millions, 3 millions. Hein? Merci. Non, attendez. Alors que les centrafricains qui ont été formés, des infirmiers, des enseignants et tout, qui peinent à finir, à boucler un mois parce qu'ils ont 80 000 francs de salaire, 65 000 francs, c'est 8 millions. Alors pourquoi mettre en place ce Sénat, monsieur l'honorable? J'en ai terminé. Merci. Honorable Pampali. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais faire une petite contribution. Je commencerai par une mise au point à l'endroit de mon ancien collègue du CNT et de l'Assemblée nationale, Kakpayen, qui, depuis qu'il a initié sa proposition de loi et dans les conférences de presse qu'il a données, insiste beaucoup sur la conférence de la BOL. Je voudrais dire à mon jeune collègue que la BOL n'a pas exactement traité de ce qu'il dit, puisque j'étais présent dans la salle, à la BOL. Le défunt président français Mitterrand, ce jour-là, j'étais à côté de Kolingba, a dit au chef d'État africain que chacun aille au multipartisme, puisque c'était le temps du mono. Voilà. On n'a pas abordé la question de mandat, de ceci, de cela. Il faut être précis dans ces choses-là. Nous, les philosophes, nous sommes comme les gendarmes du langage. Si vous êtes scientifique, comme l'est le biochimiste, qui reste dans son domaine, qui ne traverse pas la frontière. Dès qu'il traverse la frontière, on siffle. C'est pour cela que je souhaite que le collègue Kakpayen abandonne cet argument et prenne autre chose. Maintenant, pour revenir à la problématique de la journée, non, je retiens les arguments du docteur Ndui, qui sont clairs, qui sont restés dans le droit, à l'intérieur du droit. Il n'a pas débordé. Je le retiens, c'est pour mon information. De même pour le docteur Kenge Tona. J'ai été édifié. Il y a aujourd'hui deux tendances dans notre pays par rapport à cette problématique de la Constitution. Il y a ce que Kakpayen a appelé les conservateurs et les progressistes. Lui, il est dans le camp des progressistes. Et il y a le camp des conservateurs. Moi, dans ma petite analyse que je n'ai pas encore publiée, j'ai aussi relevé ces deux tendances. Les fixistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas que ça bouge. Touche pas à ma constitution. Touche pas à la constitution. Ça, c'est les fixistes. Mais je dis la tendance fixiste n'est pas entièrement rationnelle. Elle n'est pas rationnelle. Surtout pour le cas d'espèce, pour la constitution du 30 mars 2016, nous l'avons tous reconnu qu'il y a des choses qu'il faut enlever, qu'il faut toiletter, nécessairement. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, encourager la position fixiste. Parce qu'il faut toiletter le texte actuel. Maintenant, pour les novateurs ou les évolutionnistes ou les progressistes, ils ont intérêt à clarifier et à faire de la transparence aux yeux des populations pour qu'il n'y ait pas de palabres. Vous voulez innover, vous voulez changer, mais le verrou
Voilà, je prends position. Maintenant, le verrou, à mes yeux de philosophe, c'était une élévation à caractère éthique. C'est-à-dire, on veut mettre un barrage à tous les assoiffés de pouvoir, à tous ceux qui veulent durer, à tous ceux qui... Donc, encore 30 minutes, 30 secondes. Oui, que ce soit un toilettage ou que ce soit un changement total, si on enlève le verrou, on amorce un recul en arrière sur le plan moral. Malheureusement, vous n'avez pas parlé de morale ici, vous voulez parler politique, du droit. S'il vous plaît. Voilà ce que je venais dire Merci. en tant que philosophe. Merci. Directement en disant qu'en matière constitutionnelle de régime politique, les Français n'ont rien inventé. Okay. Les Français n'ont rien inventé. Il n'existe que... Si on dit, parce qu'il y a là le dernier qui est intervenu, je pense que Léninous, il a raison. Réécrire une constitution adaptée aux réalités. Quelle réalité de régime politique avons-nous en Centrafrique? Il n'y en a pas. Il n'existe, pour nous qui étudions le droit constitutionnel, il n'existe que deux types de régimes au monde, régime politique. Et toutes les constitutions sont rédigées conformément à ces deux régimes. Il y a le régime présidentiel, les États-Unis, qui est le seul modèle, et qui n'est pas répercuté partout dans le monde, et on a le régime parlementaire. Voilà les deux régimes sur lesquels on s'inspire. La France n'a pas inventé de régime politique. Le régime parlementaire est né en Grande-Bretagne et a franchi pour venir là. Et puis bon, comme nous sommes de la colonie, avec ces colonies françaises, on a copié. On ne peut pas aller créer encore. La France a même créé ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel, alors que Maurice Duverger qui l'a inventé, mais il n'a pas élaboré les critères scientifiques permettant de déterminer. Et donc certains auteurs en ont dit que c'est un régime inexistant, parce qu'il n'y a pas de critères nous permettant d'identifier. Il y a le régime président, on parle mal de régime présidentialiste, où il y a une forte domination. Parce que si on pose la question de quelle est la nature de notre régime, est-ce qu'on a un régime centrafricain inspiré de quoi? D'où? Il n'y en a pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on se trompe. C'est du mimétisme, mais on ne peut pas faire autrement. En dehors de ces deux, si vous voulez pas qu'on fasse le régime parlementaire, eh bien on fait le régime présidentiel. En dehors de ces deux régimes, il n'y a pas de salut. Ou alors, bon, on revient en Chine, on fait des régimes dictatoriaux. Des régimes non démocratiques. Alors, il n'existe que deux types de régimes démocratiques au monde, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Deux types de régimes. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de langage, disons c'est du mimétisme. C'est comme ça, la plupart des pays au monde ont opté pour le régime parlementaire. Et bien, avec des variantes. Il y a des régimes parlementaires dualistes, monistes, rationalisés, non rationalisés, etc., etc., parce que ça s'est perfectionné au fur du temps. Le régime parlementaire pur et dur, comme ça se pratique en Grande-Bretagne, ça n'existe pas. Dès lors que ça franchit, automatiquement, ça subit des transformations. La deuxième question, est-ce que si la Constitution est adoptée, est-ce qu'on doit... Ah non. Mais le peuple est souverain. Une fois que le peuple s'est déjà prononcé, la Cour constitutionnelle n'a pas été créée pour se prononcer sur la décision du peuple souverain. La Cour constitutionnelle a été créée parce qu'il y a deux modalités d'adoption. Si la Constitution est révisée au sein par le Congrès, par ce qu'on appelle le pouvoir de révision constitutionnelle, c'est l'objet peut-être de la deuxième thématique. Et c'est là où je dis il y a la confusion. Les gens disent de parler de pouvoir constitutionnel dérivé. Non, maintenant, il y a une thèse qui a été soutenue par un constitutionnaliste. Il y a le pouvoir de réviser. Mais quand on prend le dictionnaire, on n'utilise plus l'expression pouvoir constitutionnel dérivé. Parce que la doctrine pense à estimer qu'il ne peut avoir de pouvoir constitutionnel qu'originaire. Celui qui crée la constitution, c'est le peuple. Et celui qui intervient par une loi constitutionnelle pour modifier, c'est le pouvoir de révision. Avant, on l'appelait pouvoir constituant dérivé, mais non, on dit le pouvoir constituant originaire et le pouvoir de révision constitutionnelle n'ont pas la même légitimité. Les députés sont les représentants du peuple. Si c'est eux qui impulsent une procédure de révision, obligatoirement, ils font un référendum. Et donc, quand ils ratifient, la Cour constitutionnelle doit vérifier. Voilà. Mais si c'est le peuple, parce qu'on peut soumettre aussi une révision ou une nouvelle constitution au peuple, une fois que le peuple s'est prononcé,
la Cour constitutionnelle va se déclarer incompétente. Il y a une jurisprudence, mais je ne peux pas citer les États-Unis, je ne peux citer que le pays là où moi, c'est ce que je connais. Si vous dites on ne fait pas de mimétisme, tout ça, moi j'ai étudié dans des universités françaises, donc je ne peux pas. Bon, j'ai fait du droit constitutionnel comparé, mais là où je suis à l'aise, en 1962, le général de Gaulle avait impulsé une procédure de révision constitutionnelle, parce qu'avant, le président de la République, chez eux là-bas, était élu par un collège élargi au sein du Parlement, pour lui donner une autorité, une onction permettant de gouverner normalement, parce que quand on est élu au niveau du Parlement, on est soumis à des... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure dès le début, il y a eu des périodes d'instabilité en France, parce que le président était élu au sein du Parlement. Donc il n'avait pas totalement de pouvoir, pouvait être viré à tout moment. Pour corriger cela, le président Mitterrand, de Gaulle, a impulsé un processus de révision en 1962. Pour dire que désormais, le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. Mais il y avait un problème à l'époque. Oui. Le Sénat était majoritairement à gauche. Or, cette constitution est une constitution rigide. Parce qu'on a dit qu'il faut, les deux chambres doivent se prononcer en des termes identiques. C'est mentionné. S'ils ne se prononcent pas en des termes identiques, et le caractère rigide de la constitution s'exprime à ce niveau. Conscient qu'il devait avoir un obstacle au niveau du Parlement, directement, il a utilisé un article, alors que l'article 89 qui prévoit les procédures de révision. Le général de Gaulle, intelligent, a utilisé un autre article, c'est l'article 11 qui dit le chef de l'État peut soumettre à la révision tout pouvoir pour un projet portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Et c'est comme ça qu'il a obtenu la révision. Une fois que le peuple s'est prononcé, la Cour constitutionnelle a dit, les gens qui voulaient, la Cour constitutionnelle a dit non, je ne peux pas contrôler la décision du peuple souverain. D'accord. Mais professeur Louis, le VEC propose que tous les 10 ans, on se retrouve encore pour réviser les constitutions. Mais non, on ne peut pas réviser à cette cadence, ce n'est pas une arithmétique. Bon, tous les 10 ans, 2032, 2042, non, on ne peut pas faire ça, 2052. sur quelle base? S'il n'y a pas de problème, voilà, quand on ne révise, c'est quand il y a des dérèglements. Il y a un exemple de dérèglement que j'ai expliqué tout à l'heure pour la Cour constitutionnelle. On va faire comment? Il y a un blocage. D'accord. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'on prévoit comment l'avenir sera fait? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une science hypothético-déductive. D'accord. Docteur Kengetona, quelle est la différence entre la constitution souple et la constitution rigide? Bon, avant d'aborder la question, je tiens à dire que la proposition faite par le vice-recteur n'est pas exclue. C'est l'œuvre du constituant. Si le constituant dit qu'il faut réviser tous les 10 ans, on peut réviser tous les 10 ans. Ça, c'est l'œuvre du constituant. Maintenant, pour satisfaire Salabé, je lui dis qu'on ne supprime pas une institution comme ça. Le problème, c'est de rendre ces institutions-là constitutionnelles. Ces institutions-là peuvent rester, mais avec un autre statut. Parce que je donne l'exemple de la haute autorité de la bonne gouvernance. Si vous lisez tous les documents administratifs, c'est une autorité administrative indépendante. Ce qu'on appelle les asaïs. Et donc, il y a parmi ces institutions, il y en a qui peuvent sortir de la Constitution pour ne pas alourdir la Constitution. On peut faire sortir ces institutions-là de la Constitution, mais en leur donnant un autre statut. Et il y a des institutions qui doivent rester dans la Constitution. Je pense que c'est, comme nous ne sommes pas des constituants ici, on ne peut pas faire la proposition déjà. Mais quand le constituant se réunira, mais elle aura la possibilité de dire quelles sont les institutions qui peuvent rester et quelles sont les institutions qui peuvent sortir. Pour partager l'avis du président Poloko, c'est que, vous savez, on nous a formatés dans la conception juridique française. On nous a formatés dans la démocratie libérale, où on pense que le bon régime, c'est le régime libéral. Alors qu'il y a d'autres régimes qui sont expérimentés ailleurs et qui sont étudiés aussi par des constitutionnalistes. Le régime chinois. Si vous arrivez en Chine, les Chinois ne disent pas qu'ils sont dans une dictature. Il y a un livre de Xi Jinping qui dit que la gouvernance de la loi. C'est-à-dire en Chine, c'est la loi qui gouverne. Et le modèle chinois est tel que ce n'est pas le chef de l'État seul qui décide. Hein. Pour les gens qui pensent que c'est seulement Xi Jinping qui décide. Non. Étudiez le régime chinois, vous allez vous rendre compte comment fonctionne le régime chinois. Et comme les démocraties libérales ne sont pas d'avis avec le mode de fonctionnement de la Chine,
elle pense que la Chine est une dictature. Alors que les Chinois ne se plaignent pas. Si vous arrivez en Chine, vous voyez le développement de la Chine, mais la Chine est plus que Paris. Pékin est plus que Paris en termes de développement. Alors que nous, on pense que c'est seulement la démocratie libérale.